2002. Un journaliste du Saint Louis Post-Dispatch reçoit une lettre anonyme contenant une carte routière sur laquelle est marqué l'emplacement d'un corps. Les enquêteurs retracent l'origine jusqu'à un ordinateur situé chez un individu, quelqu'un de dangereux. Imaginez un homme ordinaire, employé sans histoire, qui cachait en réalité une véritable salle de torture chez lui, où il enregistrait ses crimes les plus atroces. Pendant des années, il a enlevé, torturé et tué des femmes vulnérables. Et il pensait être intouchable, jusqu'au jour où une simple erreur l'a trahi. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire terrifiante de Maury Travis, un prédateur qui a documenté ses crimes de la manière la plus glaçante possible et qui aurait pu faire encore beaucoup de victimes. Préparez-vous, cette affaire va vous hanter. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va très bien, merci beaucoup de demander. Je suis Nathalie Cat, diplômée en criminologie renforcée, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et je présente une ADJ, affaire du jour, régulièrement sur cette chaîne, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça ne mange pas de pain. On y étudie des affaires méconnues ou un petit peu plus connues du YouTube francophone, qu'on analyse en profondeur. Et si tu aimes les formats plus courts, je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram et mon TikTok, que je te mets juste ici. Et abonne-toi pour ne rien manquer, sinon Poupie viendra te mordre et te griffer. 2 pour le prix d'un. Mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. L'enfance et la jeunesse de Maury Travis sont marquées par une apparence de normalité en surface, mais aussi par des éléments troublants qui pourraient avoir contribué à son comportement criminel plus tard dans sa vie. Maury Travis est né en 1965 et a grandi à Saint-Louis, dans le Missouri, dans un quartier relativement modeste. Contrairement à de nombreux tueurs en série, ayant eu une enfance extrêmement violente ou marquée par les abus, Travis a grandi dans un foyer stable avec des parents présents. Il est fils unique et ses parents sont décrits comme stricts mais aimants. Cependant, certaines sources mentionnent le fait qu'il pouvait ressentir une certaine pression familiale importante, notamment pour réussir académiquement. Il est décrit comme un enfant particulièrement intelligent, réservé et calme, mais qui pouvait aussi se montrer introverti et distant. Dès son adolescence, Maury Travis commence à montrer des comportements inquiétants. Bien que rien ne prouve qu'il ait subi des violences, certaines rumeurs suggèrent qu'il aurait été maltraité physiquement ou qu'il aurait vécu une enfance marquée par une discipline rigide. Il semblait avoir une fascination pour la domination et la violence, ce qui est souvent un signe précurseur chez certains criminels violents. Certains anciens camarades de classe se souviennent de lui comme d'un jeune homme intelligent mais distant qui ne cherchait pas à se mêler aux autres. Il était particulièrement intéressé par le contrôle et la soumission, des thèmes qui reviendront, comme vous le verrez, plus tard dans ses crimes. Après le lycée, Maury Travis s'inscrit au Morris Brown College à Atlanta, une université historiquement noire. Il semblait sur la voie d'un avenir prometteur, mais ses études prennent rapidement une mauvaise tournure. En 1988, par exemple, il est arrêté pour vol à main armée et condamné à une peine de prison. Cette expérience semble marquer un tournant dans sa vie. Lorsqu'il sort de prison, il est encore plus isolé et sombre progressivement dans une double vie. Il tente de reprendre un semblant de vie normale en travaillant comme serveur et en occupant divers emplois. Mais son obsession pour la torture et le contrôle ne font que croître en secret. Mais c'est dans les années 2000 qu'il commence véritablement sa carrière de tueur en série, si on peut s'exprimer ainsi. Bien que Maury ait été élevé dans une zone assez pauvre, il avait un avenir prometteur devant lui. Il travaillait comme assistant dentaire et il n'y avait rien de bien alarmant à propos de sa vie. Mais en 1987, il commence à tomber dans la drogue et devenir un addict. Et c'est en 1988 que ses addictions le consument totalement. Il se lance dans les cambriolages afin de payer ses consommations. Cependant, lorsqu'il se fait arrêter par les autorités, il ne montre aucun signe d'agressivité. Et c'est donc à 24 ans seulement qu'il est condamné à 15 ans de prison. Il tente le coup, il essaie d'écrire au juge afin d'attirer sa pitié et de réduire sa peine de prison, mais le juge ignore ses supplications,
Mais malgré tout, il ne restera en prison que 5 ans sur les 15 ans. Dans les années 90, il est considéré comme un bon voisin. Il y avait même une voisine qui disait que lorsqu'il allait au sous-sol afin de faire ses lessives, il s'assurait de chanter pour signaler sa présence et ne pas lui faire peur en surgissant comme ça devant elle. Un autre voisin avec qui il avait l'habitude de boire des bières dit qu'il n'avait jamais rien remarqué d'étrange à propos de lui. En 2000, il travaille en tant que serveur. Et c'est là que les choses vont prendre une tournure bizarre. En effet, Dave, son collègue, mentionne le fait qu'un ami à lui avait trouvé sa maison complètement brûlée. Et Dave dit que lorsqu'il a appris la nouvelle à Maury, bizarrement, ce dernier n'était pas du tout surpris, comme s'il savait une information à propos de cet incendie. Il dit aussi ces paroles étranges. « Oh, c'est un endroit où la police n'a pas l'habitude de faire des rondes. » C'est une remarque assez étrange pour quelqu'un qui n'est pas un criminel. Comment est-ce qu'il aurait su que les autorités n'étaient pas présentes à ce moment-là? Il avait aussi une petite amie nommée Julie, qui était stagiaire pour une station de radio, le KDL News, et Maury va lui poser une question assez étrange, il va lui demander « Est-ce que vous avez déjà fait un reportage à propos d'un tueur d'escorte ?» Et lorsqu'il en parlait, il disait « tueur en série ». Tueur en série d'escorte. C'est assez bizarre, surtout que aucun média n'en avait parlé auparavant. Donc pourquoi poser cette question? Et on sait qu'entre 2000 et 2001, énormément de corps d'escortes, de prostituées vont être retrouvés un petit peu partout autour de Saint-Louis. Et à ce moment-là, les médias ne le savaient pas du tout. En effet, tout cela n'avait pas du tout été médiatisé. Et moins de 3 mois plus tard, après l'étrange remarque de Maury, la police va annoncer qu'il y avait un tueur en série qui rôdait. Les victimes étaient des femmes d'origine afro-américaine, souvent addictes à la drogue et qui étaient sans domicile fixe. Elles se trouvaient toutes dans un lieu de flânage des prostituées, un lieu où se retrouvaient tous les addicts. Et Maury connaissait très bien cet endroit. C'est ainsi que le 19 mars 2000, il y eut de véritables massacres. Le modus operandi ou mode opératoire du tueur était toujours le même. Il cherchait la victime idéale, faisait une approche polie, discutait un petit peu, puis emmenait ses victimes, donc les prostituées, dans sa maison à Ferguson. Et il filmait ses rencontres. Il leur donnait des substances illégales, pouvait les habiller d'une robe blanche, et les forcer à porter des lunettes de soleil, puis les taser, les étrangler, les attraper par les jambes, et les traîner à la cave. Une véritable chambre de torture. Une cave reconvertie en chambre de torture. Dans cette cave-là, il y avait une colonne où il attachait, main dans le dos, avec des menottes, ses victimes, qui étaient à genoux, incapables de bouger ou de se défendre. L'humiliation était déjà grande, mais il augmentait davantage leur souffrance en les filmant et en les obligeant à parler à leurs enfants. Il les battait ensuite avec des ustensiles de cuisine, puis gardait un trophée. Ça pouvait être un vêtement, un bijou, pour garder ses victimes auprès de lui. Le fait de garder un trophée, c'est une chose assez courante chez les tueurs en série, et ils mettaient à l'abri les cassettes de torture qu'ils réalisaient. Certains mettent la daronne à l'abri, lui c'était plutôt les cassettes vidéo, et tout ça caché dans une cavité de son mur. Quant au corps de ces pauvres victimes, il les jette dans de nombreux endroits de la ville. Selon la police de Saint-Louis, il aurait tué entre 12 et 20 femmes. Selon lui, elles seraient au nombre de 17. 1994, Atlanta, Georgie. 6 corps inidentifiés de femmes. Le 31 juillet 2000, à l'est de Saint-Louis, dans l'Illinois, c'est Mary Shields, 61 ans, qui est retrouvée. En 2001, le 21 mars, au Washington Park, dans l'Illinois, c'est Cassandra F. Walker, 19 ans. Le 1er avril, retrouvée à Washington Park, dans l'Illinois, c'est Alyssa Greenwade, 34 ans. Et toutes avaient un point commun. Elles vivaient à l'endroit du flânage des prostituées. Et Alyssa avait des marques de strangulation autour de son cou. Le 4 avril, dans l'est de Saint-Louis, dans l'Illinois, c'est une femme inidentifiée de 44 ans, mais qui a survécu, cette fois. Mais c'était tout juste. Le 15 mai, à West Hampton, dans le Missouri, c'est Teresa Wilson, 36 ans. Et la cause de la mort, encore une fois, est la strangulation.
Le 23 mai, à Saint-Louis dans le Missouri, c'est Betty James, 46 ans. Et Betty figure dans une des vidéos sordides de Maury. Le 29 juin, c'est Verona Thompson, 36 ans. 25 août, dans l'Illinois, Yvonne Cruz, 50 ans. Son corps décomposé est découvert torturé et étranglé à mort. Le 8 octobre, c'est Brenda Bisley, 33 ans. Son corps jeté aux ordures. Elle a des traces d'ADN sur ses parties intimes, tout comme Yvonne. Comme vous le constatez, les âges étaient bien différents les uns des autres. On a autant une femme de la soixantaine qu'une jeune femme de 19 ans. Puis des corps inidentifiés, des squelettes ont été également retrouvés. Le 30 janvier, dans l'Illinois, c'est une femme inidentifiée. Le 11 mars, une autre femme inidentifiée. Son mode opératoire et la manière dont il se débarrassait des corps montrent qu'il n'avait pas une once de pitié envers elle. Alyssa Greenwade, 34 ans. C'était une femme, c'était une mère et une femme qui, malgré les difficultés de la vie, tentait de s'en sortir. Son corps a été découvert en avril 2001. Elle avait des blessures qui correspondaient aux méthodes de torture que Travis filmait. Teresa Wilson, 36 ans. C'était une femme appréciée de sa famille, avec une fille prénommée Chastity. Mais elle a connu des périodes difficiles. Elle avait quand même l'habitude d'emmener Chastity à l'endroit où elle avait des clients, si vous voyez ce que je veux dire. Elle laissait sa fille sur le banc quand elle partait avec un client, je précise, et ce pendant 1 heure. Elle disparaît avant d'être retrouvée morte en 2001. Une lettre anonyme, envoyée à un journal, mentionne son nom et affirme qu'elle était l'une des nombreuses victimes d'un tueur en série. Et cette lettre a été envoyée par le tueur lui-même. Verna Fields, 36 ans. Verna a été identifiée parmi les victimes grâce à des enquêtes ADN et elle fait partie des nombreuses femmes disparues dans la région avant que le lien avec Travis ne soit fait. Travis se débarrassait souvent des corps sur l'autoroute dans des endroits de végétation, enterrés sous des ordures. Les autorités se rendent vite compte qu'il s'agissait d'un seul et même tueur. Tout concordait, ses méfaits, son mode opératoire, sa manière de disposer les corps, et surtout les traces ADN retrouvées sur certains corps. Le profil des victimes est également similaire. La plupart des victimes sont des travailleuses du sexe et elles présentent des signes de torture. Les corps sont abandonnés dans des zones boisées ou isolées. Les victimes sont souvent ligotées, certaines montrent des signes de strangulation et de torture, et elles disparaissent toutes dans le même secteur de Saint-Louis. Et c'est à partir de ce moment-là que la police soupçonne la présence d'un tueur en série. Au début, les autorités pensent qu'il s'agit d'un tueur blanc. Mais plus les corps s'accumulent, plus ils changent d'avis et se disent que, en raison du profil des victimes et du contexte sociologique du crime, il était noir. Alors, ce phénomène est connu sous le nom de criminalité intra-ethnique. Je m'explique. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des tueurs en série blancs ciblent des victimes blanches. Mais c'est pas toujours le cas lorsqu'on voit Jeffrey Dahmer, qui ciblait des victimes vulnérables, noires, par facilité, parce qu'ils savaient qu'elles étaient moins recherchées par la police. Mais la plupart des tueurs noirs ciblent des victimes noires. Même si ce n'est pas une règle absolue, cela a permis aux enquêteurs de réduire le nombre de suspects. Et les meurtres se sont produits dans des quartiers majoritairement afro-américains de Saint-Louis. Et surtout que l'assassin semblait très à l'aise dans ces zones. Il connaissait bien les endroits où abandonner les corps sans être vu. Et il gagnait aussi facilement la confiance des victimes, ce qui suggérait qu'ils partageaient leur environnement social. Et on sait que lorsqu'un tueur en série s'attaque à des victimes blanches, elles bénéficient d'une couverture médiatique plus importante. Mais lorsqu'il s'agit de personnes issues de quartiers défavorisés et noirs, c'est une toute autre histoire. Il n'y a pas eu d'alerte médiatique nationale, et les autorités ne semblaient pas préoccupées par un tueur s'attaquant à un large éventail de victimes. Cela a donc renforcé l'idée qu'il était lui-même noir. Le FBI va se mêler à l'enquête et découvre d'autres corps. Mais l'enquête prend un tournant majeur en mai 2002. Un journaliste du St. Louis Post-Dispatch reçoit une lettre anonyme accompagnée d'une carte. Dans cette lettre, le tueur revendique plusieurs meurtres et donne même des détails que seul l'assassin peut connaître. Il se vante d'être un tueur en série et défie la police de l'attraper. Cette arrogance sera sa première grande erreur. C'est une lettre imprimée depuis McQuest, ce qui a permis aux enquêteurs de le retrouver très rapidement. Et c'est en 2002, alors que la police peine à identifier le tueur, qu'un journaliste du St. Louis Post-Dispatch reçoit une lettre anonyme d'une personne affirmant être l'assassin.
L'expéditeur se moque alors des enquêteurs et de leur incapacité à l'attraper. Il revendique plusieurs meurtres, insinue qu'il en commettra d'autres et il dit avoir des chambres de torture. Il prétend en effet avoir tué 17 femmes, bien que la police n'en ait confirmé que quelques-unes à ce moment-là. Et pour prouver son implication, il joint une carte imprimée depuis le site MapQuest, indiquant l'emplacement exact d'un corps qui n'avait pas encore été découvert. Et c'est là l'erreur fatale, grâce à un détail crucial qui a permis aux autorités de remonter jusqu'à lui. En effet, le site MapQuest enregistre tout simplement l'adresse IP des utilisateurs. Des utilisateurs qui demandent une impression d'une carte. Aïe, c'est mauvais pour toi, Maury. Les enquêteurs contactent donc AOL, le fournisseur d'accès utilisé pour accéder à MapQuest. Et c'est AOL qui va fournir, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est vraiment vieux, qui va fournir l'adresse IP de l'utilisateur. Et en croisant les données avec les abonnés d'AOL à Saint-Louis, dont un seul avait téléchargé cette section de la carte qui avait été envoyée, ils trouvent un nom, le nom d'utilisateur MSN de Maury Travis, un homme de 36 ans vivant à Ferguson, dans le Missouri. Et ce nom va les mener à une adresse. En quelques jours, les enquêteurs vont obtenir un mandat de perquisition. Les autorités, dont le tueur se moquait allègrement. Et ils vont y trouver des preuves accablantes. Des vidéos de ses crimes enregistrées par lui-même. Travis qui pensait être intouchable et qui voulait provoquer les enquêteurs. Il ne savait même pas que les recherches sur MapQuest étaient traçables. Sa grande erreur aura été de sous-estimer les enquêteurs et les technologies numériques permettant de remonter jusqu'à une adresse IP. Mais bon, rappelez-vous qu'on était dans les années 2000, au tout début d'Internet. Peut-être qu'il ignorait ça. Conséquence, Maury Travis aura été arrêté seulement quelques jours après avoir envoyé sa carte. Et il est amusant de constater que la plupart des tueurs en série font des erreurs assez flagrantes. Je me demande si c'est par fierté, mégalomanie, ou par envie inconsciente d'être arrêté. Par exemple, Ted Bundy s'était fait arrêter après une banale infraction routière. Denny Rader, alias BTK, avait envoyé une disquette à la police confirmant son identité. Et Maury, c'est grâce à une lettre traçable. Le 7 juin 2002, la police obtient un mandat et perquisitionne la maison de Maury Travis. Et ce qu'il trouve est effrayant. Une chambre de torture équipée de chaînes, de menottes et de dispositifs de retenue. Des cassettes vidéo où il filme ses actes, notamment la torture et le meurtre de certaines victimes. Des coupeurs de journaux sur ses crimes montrant qu'il suivait de près l'enquête sur lui-même. Donc Maury Travis est relâché. Non, je plaisante, il est immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Les enquêteurs vont l'interroger sur le contenu des cassettes retrouvées, les preuves accablantes et les objets de contention et traces de sang dans sa chambre de torture. Alors face à ces éléments, il nie dans un premier temps, oui, c'est pas une blague, mais rapidement, il cède sous la pression des preuves et finit par avouer plusieurs meurtres. Il ne précise pas le nombre exact de ses victimes, mais laisse entendre qu'il en a tué beaucoup plus que ce que la police soupçonnait. Mais coup de théâtre, mauvais théâtre pour le coup, il est placé en détention et finit par sauter la vie dans une prison du comté de Saint-Louis, après sa garde à vue. Il avait été placé à l'isolement par mesure de sécurité, car il était accusé de crimes particulièrement violents. Et c'est le 10 juin 2002 qu'il est retrouvé pendu avec ses propres draps. Il n'avait laissé aucun indice indiquant qu'il allait mettre fin à ses jours, mais la pression des accusations et la perspective de la prison à vie l'auraient poussé à passer à l'acte. Dans sa cellule, les autorités retrouvent néanmoins un petit souvenir de sa part, une lettre moqueuse adressée aux enquêteurs où il affirme ne regretter aucun de ses actes. La cruauté jusqu'au bout. Et les moqueries. Donc ça a mis fin aux poursuites judiciaires, bien entendu. Donc il n'a jamais été ni jugé ni condamné. Mais les preuves étaient suffisantes pour garantir la prison à vie, voire la peine de mort. C'est une conclusion frustrante mais révélatrice. Il emporte avec lui le nombre exact de ses victimes, qui restera un mystère. Mais il pourra plus jamais faire de mal à qui que ce soit. Un cas glaçant de tueur en série dont l'ego l'aura perdu, mais qui a aussi choisi de mourir pour échapper à ses actes en justice. Maury Travis était un tueur en série particulièrement sadique et organisé, qui a non seulement torturé ses victimes, mais aussi filmé leur souffrance, ce qui témoigne d'un besoin de contrôle total et d'une gratification psychologique profonde dans la domination. Son éducation était stricte et rigide. Travis a grandi dans une famille où la discipline était très stricte. Certains témoignages suggèrent une pression familiale importante et un manque de véritable affection.
C'était un élève brillant, mais instable. Il montrait des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne, mais commence à développer des comportements déviants à l'adolescence. Cette combinaison de pression, frustration et d'absence d'exutoire émotionnel est souvent présente chez des individus développant une psychopathie latente. On peut observer un narcissisme et un sadisme extrêmes. Il ne se contentait pas de tuer, mais il torturait et filmait en plus ses méfaits, ce qui traduit une extrême d'ego et d'autoglorification. Il cherchait à se voir comme un prédateur suprême, ce qui est typique des tueurs sadiques. On voit évidemment une absence totale d'empathie. Ces vidéos montrent un plaisir à infliger douleur et terreur, ce qui suggère un trouble de la personnalité antisociale, une possible psychopathie avancée. Mais contrairement à certains tueurs qui tuent par pulsion incontrôlable, Travis planifiait chaque étape et prenait son temps, faisait durer la souffrance pour son plaisir personnel. Il avait besoin de contrôle absolu. Il l'enchaînait, humiliait psychologiquement avant de les tuer. Il utilisait des mots précis et un ton dominateur dans ses vidéos, ce qui révèle un besoin de soumission absolue de ses victimes. Il ne supportait pas le chaos ou la perte de contrôle. Il était organisé et méthodique, il choisissait ses victimes, des femmes vulnérables, des prostituées, il les attirait chez lui, les tuait et se débarrassait de leur corps avec soin. Et gardait des souvenirs de ses meurtres, comme des objets. Et comme la plupart des tueurs, il y a eu une escalade, c'est-à-dire que ces crimes sont devenus de plus en plus violents et sadiques, ce qui montre une désensibilisation progressive et un besoin de stimulation extrême. Il ne ressentait absolument aucun remords. Est-ce que le fait de se tuer représentait un contrôle ultime de son destin? Il savait qu'il ne pouvait plus échapper à la justice, au vu de toutes les preuves. Plutôt que d'affronter un procès et perdre totalement le contrôle, il choisit de se suicider, ce qui peut être vu comme un dernier acte de domination sur son propre sort. En conclusion, c'était un psychopathe sadique et calculateur. Son état de psychopathie était avancé, absence totale d'empathie, manipulation, plaisir dans la souffrance des autres, donc sadisme, narcissisme extrême, un tueur organisé et méthodique et un contrôle obsessionnel. Il voulait décider de tout, absolument tout, y compris sa propre mort. C'était un tueur redoutablement intelligent, sadique et méthodique, qui aurait pu faire encore plus de victimes si son ego ne l'avait pas trahi. Et heureusement qu'il a trahi. Si tu es arrivé jusque-là, mets MapQuest en commentaire et dis-moi tes impressions, dis-moi ce que tu penses de cette affaire et si tu la connaissais. Et si tu as d'autres suggestions, j'ai très hâte de vous lire. Abonne-toi si mes sujets t'intéressent, cela ne mange pas de pain. Et si tu aimes les affaires que je vous déniche et ma manière de raconter, n'oublie pas de liker et de commenter, c'est très important pour le référencement. Sinon, Poupi viendra te mordre. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, c'est très important. Suis-moi sur les réseaux si je te manque entre 2 vidéos. Courage au boulot pour ceux qui travaillent et aux autres bon repos. And remember, you rock.